Alors cette capsule, je l'ai appelée l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc l'épée de Damoclès, hein, vous savez, c'est une expression, une forme d'allégorie morale, donc qui se rapporte à cette épée, donc qui vient de la mythologie. Vous aviez Damoclès qui était le roi des orfèvres, hein, qui faisait partie des courtisans du tyran de Syracuse, donc il vivait dans un château qui était cerné d'une fosse, qui était sous surveillance avec de nombreux gardes, et il était tout le temps inquiet, et puis c'est vrai qu'il s'entourait, il aimait bien s'entourer de courtisans plutôt sympathiques, plutôt flatteurs, qui étaient là pour le rassurer, et c'est vrai que Damoclès ne tarissait pas d'éloges et ne cessait de flatter son maître, il disait qu'il avait de la chance d'être le tyran de Syracuse, et agacé finalement, le tyran de Syracuse lui proposa de prendre sa place le temps d'une journée. Donc c'est ce qu'il fit, et au milieu du festin, Damoclès leva la tête et s'aperçut qu'il y avait en fait au-dessus de lui une épée qui était suspendue au-dessus de lui et qui n'était retenue que par un crin de cheval, donc c'est très fin, avec une épée qui est extrêmement lourde. Donc ce qui peut expliquer qu'à tout moment, l'épée pouvait tomber et blesser mortellement Damoclès, d'où justement cette expression pour désigner un danger imminent, un danger constant, qui peut être au-dessus de nos têtes et qui peut frapper. Alors j'ai pris cette expression-là puisque vous allez voir qu'il y a un professeur, donc éminent professeur, qui a utilisé cette expression. Donc je vais vous diffuser l'extrait. J'ai diffusé une partie de l'extrait il y a quelques semaines en arrière, mais là je vais vous diffuser l'intégralité. Donc vous allez voir, il vous parle bien sûr toujours de notre actualité en rapport avec le virus. Donc là, il l'affirme par deux fois, donc des choses que je vais vous laisser écouter. En physique et épidémiologie, chercheur à l'INSERM. Laurent Toubiana, ce dispositif mis en place, c'est celui qu'il fallait pour éviter de créer un nouveau foyer épidémique? Je ne peux pas répondre à ça, je ne suis pas un décideur, moi je suis un épidémiologiste. Et sur le plan sanitaire, alors quelle était la bonne solution? Pour moi, l'épidémie est terminée, donc je vous dis, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je vais choquer beaucoup de gens. Je suis vraiment désolé, mais je pense aussi aux millions de personnes pour lesquelles il y a une épée de Damoclès en permanence, cette fameuse seconde vague qui n'arrive jamais. Lors du confinement, dans le paquet cadeau du confinement, il y avait obligatoirement, puisqu'on confinait les gens, le taux d'immunité était 5%, il y avait obligatoirement, tout de suite après le confinement, donc au moment du déconfinement, une deuxième vague. 95% n'étaient pas immunisés, le virus circulait, il devait y avoir une deuxième vague, c'était prévu, et elle n'est pas venue. Personne ne peut expliquer pourquoi elle n'est pas venue, alors que, théoriquement, les gens qui nous avaient prévu 500 000 morts avaient prévu aussi cette vague immédiatement après le déconfinement. Elle ne vient pas. Il faut peut-être se poser des questions. Moi, j'essaye de dédramatiser la situation, c'est-à-dire apporter, si vous voulez, du réconfort à toute cette population qui est soumise à une pression invraisemblable qu'il faut maintenant être capable, auquel il faut être capable de dire arrêtons d'enquiquiner le monde, quoi. Laurent Toubiana, ça veut dire que pour vous, ces mesures, c'est trop? Pour l'instant, oui, je pense que c'est trop. Pour l'instant, il n'y a pas... l'épidémie est terminée. Les cas que l'on voit sont des cas asymptomatiques, c'est-à-dire des cas qui sont détectés parce que nous avons à notre disposition un système de détection des gens porteurs d'un virus, mais ces gens ne sont pas malades. Nous sommes face à une épidémie sans malades. Antoine Alibert, vous vouliez réagir à ces propos? Oui. Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste. Par contre, il y a la réalité des chiffres qui nous remontent des hôpitaux, des EHPAD, de la médecine de ville, et on ne peut pas laisser dire sur un plateau de grande écoute que l'épidémie est terminée. Ce n'est pas entendable, c'est un manque de responsabilité totale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le taux d'incidence augmente en région Île-de-France. On ne peut pas laisser passer ce genre de propos. L'épidémie n'est pas arrêtée. Peut-être qu'elle est moindre que ce qu'elle a eu été au moment de la première vague, mais bien malin celui qui peut parier sur l'arrivée ou non d'une seconde vague. Laurent Toubiana, ce que vous dit cet adjoint à la mairie de Paris, c'est que il peut y avoir un débat scientifique, mais pour autant c'est bien le manque d'anticipation
qui a provoqué un grand nombre de cas et un grand nombre de morts partout dans le monde. Oui, il serait un peu complexe de vous expliquer pourquoi, mais cette espèce de... Pourtant, ça nous intéresserait. Oui, mais il faudra m'inviter pour que je puisse prendre le temps de vous expliquer tout ce qui s'est passé. J'ai publié un article avant l'arrivée de l'épidémie en France. Cette note décrivait exactement tout ce qui allait se passer dans les jours qui allaient venir. Cette note vient d'être republiée. Elle était au début de l'épidémie. J'ai décrit exactement ce qui allait se passer et tout s'est passé comme je l'ai dit. À l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui vient de nous parler d'incidence. C'est une incidence de quoi ? Ce sont des malades ? Non, ce sont des gens porteurs, asymptomatiques. Ils ne sont pas malades. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'épidémie. Mais le nombre de cas continue d'augmenter quand même. Pardon, mais on passe quand même de 2000 à 4000 en 2 semaines. Oui, et alors ? Parce qu'on teste beaucoup. Il y a eu 5 millions de tests. Et 2% oui, seulement. Mais là, actuellement, mais c'est une population jeune. Donc vous avez raison, elle est asymptomatique. Mais si cette population, à la rentrée, touche une population beaucoup plus âgée, là, on rigole beaucoup moins. Mais oui, mais là, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ils sont entre jeunes. Hein. C'est ce que j'ai cru voir. Les scènes de liesse, si vous voulez, ces scènes, on les a vues dès le début mai. C'est-à-dire des gens dans la rue, vous l'avez vu, ça, j'hallucinais pas, non ? Les manifestations, les fêtes de la musique, tout le global mixing auquel on a assisté, c'est-à-dire les vacances. Est-ce qu'il y a eu un redémarrage de l'épidémie ? Non, il y a eu beaucoup de tests, de fait. Et beaucoup de cas chez les jeunes, quand même. Pardon ? Et beaucoup de cas chez les jeunes. Michel on en aurait Chassaing, trouvé encore beaucoup plus si on avait eu les tests au moment de l'épidémie. On aurait eu beaucoup plus question. de cas. C'est une autre question. 2 reprises, 2 personnes ont dit sur ce plateau qu'il ne fallait pas dire autre chose qu'un certain type d'information. Moi, j'essaye d'apporter à la population des éléments de scientifiques qui tentent... Je n'ai pas d'opinion. Je suis un scientifique qui tente de rassurer une population. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse, nous avons une épidémie d'angoisse, si vous voulez. Et la population est à genoux à cause de ça, l'économie aussi. Donc, que des gens viennent nous dire, maintenant nous culpabiliser parce qu'on dit autre chose qu'eux, ça c'est insupportable, surtout un politique. Laurent Toubiana, je découvre avec vous les chiffres du jour du nombre de cas positifs en 24 heures du coronavirus. 3602 cas en 24 heures, on l'a dit, donc il y a ce casse-tête de dispositif de sécurité pour l'exécutif. Selon vous, ces mesures, c'est déjà trop. Est-ce qu'avec 3602 cas en 24 heures, on ne continue pas de se dire quand même que y a une reprise de l'épidémie ? Une reprise du nombre de cas porteurs du Covid, d'accord ? Y a-t-il plus de malades ? Y a-t-il plus de morts ? Non. Non, j'aimerais revenir sur un point qui commence à me choquer énormément, personnellement. À plusieurs reprises, des personnes ont voulu m'intimider pour me dire « Non, vous ne devez pas parler. C'est tout à votre honneur de me laisser parler et je vous en remercie. C'est l'honneur aussi de la France d'avoir une multiplicité de points de vue et qu'on vienne me dire que j'apporte de la confusion alors qu'il y a eu pendant 6 mois, une confusion totale, des atermoiements dans tous les sens, tout le monde s'est trompé. C'est insupportable d'entendre ça. Donc, je vous remercie encore. Personnellement, ce que j'ai écrit au début de la crise reste toujours valable. Je me demande pourquoi. Il faudra répondre à cette question. Pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, on continue à les entendre, ils ne sont pas discrédités, alors que ceux qui ont donné les bons chiffres, eux, on les critique. Je prends beaucoup de risques en faisant ça parce que je n'ai rien à gagner. Je cherche simplement à donner des informations positives. Je suis chercheur, je n'ai pas d'opinion. Je donne juste ce que je vois et ce que je vois est incohérent avec tout ce qui est mis en place. C'est tout. Mais au-delà des chiffres, il y a des êtres humains, il y a eu des situations compliquées dans les familles, il y a eu des décès quand même. Est-ce que vous comprenez que votre discours soit difficile à entendre pour toutes les personnes qui ont été touchées ? Alors je vais vous expliquer quelque chose. Je suis épidémiologiste. Épidémiologiste, c'est une science complexe. Ça va de l'infiniment petit, les virus, le système, la réponse immunitaire, à un espace macroscopique, celui des populations et de l'humanité tout entière. Au milieu, il y a des individus. Je ne peux pas
faire la part des choses. J'ai une vision transversale. Je dois voir l'ensemble du problème. Un médecin est proche de l'individu. Parmi les médecins, ce sont les gens qui font les plus de burn-out. Ils sont proches de la maladie, de la souffrance, etc. Quand un médecin remonte au niveau des médias, il remonte avec lui l'ensemble de cette souffrance. Et cette souffrance est visible. Moi, j'ai une vision transversale et je dois prendre en compte l'intégralité du problème. Et c'est la raison pour laquelle je peux choquer les gens. Mais je ne parle pas aux individus, je sais que les gens souffrent. Mais je dois justement étudier le bénéfice-risque au niveau de l'humanité. Laurent Toubiana, on va y revenir dans un instant. Laurent Toubiana, on est de retour en plateau. On le voit, on ne peut pas le nier, le virus circule. Le virus circule, mais une épidémie sans malade, moi, je ne comprends pas ce que c'est. Donc il n'y a pas de malade pour l'instant, il circule. Mais il y a des malades, il y a des malades en réanimation à l'hôpital en ce moment. Quelques-uns, mais on ne sait pas exactement où ils sont. Pour l'instant, il n'y a pas de signe majeur de crise. Donc pour l'instant, il n'y a pas de rebond. Alors, Laurent Toubiana, moi, je regrette déjà que l'autre médecin généraliste ne soit plus présent avec nous, puisque je suis assez d'accord, c'est pas à nous forcément, enfin, on ne sait pas, c'est aux médecins de faire le débat. Cependant, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en effet, on a bien l'expérience des pays qui ont géré avec un manque d'anticipation cette épidémie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et il est incontestable que dans ces pays-là, lorsqu'il y a eu un manque d'anticipation, eh bien, le résultat n'en a été que plus dramatique. Vous savez, c'est multifactoriel. C'est pas. Il faudrait reprendre les chiffres encore une fois. Il faudrait reprendre les chiffres, mais on ne va pas assommer les gens avec. Non, mais c'est pas assommer, c'est des exemples très concrets. Moi, je vais vous dire. Au départ, on avait l'exemple typique d'un pays qui n'a pas suivi le confinement, c'est la Suède. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la Suède. Savez-vous pourquoi ? Simplement parce que la Suède a exactement a eu la même courbe épidémique que tous les autres pays. C'est-à-dire que globalement, confinement ou pas confinement, on a les mêmes résultats. Certains pointeront du doigt peut-être la discipline scandinave, peut-être plus prononcée qu'en France. Il y a quand même plus de morts en Suède que dans les pays voisins. Moi, sur la compétence qui est la mienne, je ne prétends pas du tout vous apporter la contradiction sur le fond. Mais en tout cas, la majorité suédoise aujourd'hui, la majorité politique, est contestée sur cette politique-là. Donc très clairement, le nombre de morts par rapport aux pays voisins entraîne également des contestations politiques. Réponse et ensuite on doit en terminer. Écoutez, il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi ? Pourquoi il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne ? C'est simplement un système de comptage. Donc sur ces questions-là, il y aura encore beaucoup de choses à discuter. Voir cette séquence extrêmement riche, vous avez le docteur Toubiana, donc qui a été empêché de parler, il l'a lui-même dit. On sent d'ailleurs qu'il est très ému, il y a une certaine émotion, il y a des trémolos dans la voix, notamment à un moment donné lorsqu'il parle d'intimidation. Donc il doit certainement se souvenir de cet épisode qui a dû certainement le sidérer au moment où lui a voulu dire la vérité au milieu du mois de mars, au moment où justement il a fallu confiner, où on vous a sorti des chiffres, et donc là vous avez vu à la fin il parle des chiffres, il dit on pourra en parler, mais bon, il ne peut pas tout dire. On imagine bien que malheureusement, il ne peut pas tout dire, mais ce qu'il a dit déjà, il a répété 2-3 fois. Donc l'épidémie est terminée. Bien sûr, il a été contredit par ce maire, ou en tout cas cet élu local de la mairie de Paris, donc qui a été assez virulent. On ne peut pas laisser dire ça, vous voyez, qui contredit un épidémiologiste. Je ne suis pas épidémiologiste, mais selon les chiffres qui nous sont remontés. Et là, à chaque fois, il répète... Donc il explique bien que cas positif, c'est pas être malade, il parle d'asymptomatique, etc. Mais vous avez vu, de l'autre côté, les journalistes n'en démentent pas. À chaque fois, ils reviennent à la charge. Donc c'est pour le mettre en boîte. Et puis je pense que, comme je vous disais, après la bataille, on invite donc ces professeurs, comme le professeur Toussaint, comme le docteur Toubiana, et on essaye de leur mettre dans la bouche aussi des prédictions, aussi de savoir est-ce que la deuxième vague, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu, mais est-ce qu'elle va bien avoir lieu ? Et donc la personne est capable bien sûr de le dire, mais donc ceux qui sont à la manœuvre, bien sûr, vont tout mettre en œuvre pour qu'elle ait lieu, mais de manière artificielle. Donc on l'a expliqué dans la précédente vidéo, on pourrait encore alimenter, expliquer tous les ingrédients qui vont être utilisés pour créer cette deuxième vague de manière artificielle, en s'appuyant bien sûr sur du réel, c'est-à-dire le retour
de la phase des épidémies, de la phase grippale, hein, puisqu'on a à chaque fois donc la grippe saisonnière qui revient, les coronavirus, etc. Donc tout à l'heure je vous avais donné les chiffres, hein. J'avais oublié de préciser, hein, quand je disais 40 000 décès chaque année, c'est en France bien sûr, hein. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Également 610 000 morts, vous avez compris que c'était en France, hein. C'est pas dans le monde. Dans le monde, hein, il y a 57 millions de gens qui décèdent, hein, chaque année de toutes causes confondues. Vous avez par exemple, tiens, aux États-Unis, 800 000 personnes, hein, qui décèdent chaque année, ne serait-ce que des maladies cardiovasculaires. Chaque année, hein, vous avez 800 000 morts. Donc là, en France, c'est 610 000, 40 000 des maladies infectieuses respiratoires. Donc là, c'est des informations que vous pouvez retrouver sur Wikipédia. Et donc, ils vont s'appuyer, encore une fois, sur ça, mais en ajoutant, bien sûr, toutes les personnes qui ont contracté des maladies suite au port du masque, on l'a dit, suite aussi cette peur aussi, hein, cette peur qui fait baisser les défenses immunitaires. Donc ça aussi, c'est l'épée Damoclès, hein, qu'on a au-dessus de nos têtes, donc qui fait que cette peur fait baisser les défenses immunitaires, au-delà du fait de faire baisser également donc le quotient intellectuel, les capacités intellectuelles qui permettent de faire preuve de discernement et de voir ce qui est vrai et ce qui est faux, de faire preuve de bon sens. Donc là, si vous avez votre système immunitaire qui s'effondre, là c'est vraiment prouvé par la science, vous pourrez retrouver des articles à ce sujet-là. Donc forcément, vous allez être beaucoup plus sujet à attraper des maladies infectieuses, hein. Pareil, les gens qui sont déprimés à cause du confinement, à cause de l'effet de sidération, l'effet post-traumatique, etc. Donc là, on peut vraiment amonceler toutes les causes, hein, transversales qui vont faire qu'à un moment donné, ils auront du gras à moudre pour créer justement le buzz. Et puis pour dire, vous voyez, messieurs les professeurs Toussaint, docteur Laurent Toubiana, vous vous êtes trompés. C'est exactement ce qu'ils ont fait déjà avec le professeur Raoult, c'est sans doute pour ça que le professeur Raoult aujourd'hui est beaucoup plus prudent, puisqu'au début, lui, il s'est dit, il a été très franc, il s'est dit, bon, c'est comme d'habitude, c'est comme en 2009, il y a quelques Chinois qui éternuent, puis ensuite, après, il a mis en avant sa bithérapie, hein, le traitement avec l'hydroxychloroquine, etc., en s'appuyant sur les études qui avaient déjà été réalisées antérieurement, réalisées par les Chinois, etc., in vitro. Et donc, il a fait des tests, et puis il a vu que ça fonctionnait, donc il a dit, c'est finalement un traitement qui est peu coûteux et efficace, donc ça va le faire. Et finalement, donc vous avez vu comment il a été attaqué, il a été passé à la moulinette, et comme les médias, le rouleau compresseur médiatique, hein, donc vous avez vu, donc ce biopouvoir aussi, hein, avec ces médecins, ces professionnels de santé, hein, donc qui ont des accointances, qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires, qui sont de connivence avec les politiques. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les deux, puisque c'est là aussi, si vous avez des arguments à porter aux gens qui vous disent « Ah, mais tu n'es pas médecin, qu'est-ce que tu en sais ?» Mais justement, il y a deux catégories de médecins. Donc là, je vous renvoie à ce que disait Jean-Dominique Michel, hein, donc qui est quand même un expert mondial en santé publique depuis une trentaine d'années, donc qui est anthropologue médical et qui rapporte, hein, qui fait une synthèse, hein, sur toute la littérature scientifique, donc il la met en évidence, et il a parlé donc de corruption systémique. Là, il cite notamment Peter Gøtzsche, qui est un spécialiste danois, donc il dit carrément que finalement l'industrie pharmaceutique fonctionne comme la mafia. Donc quand il vous dit ça, et effectivement c'est prouvé, là vous allez voir du côté de Harvard, donc il vous cite les sources, donc qui ont fait des études là-dessus. Il y a également le Parlement, la Chambre des communes britannique en 2005, vous avez également le Sénat français qui a tiré la sonnette d'alarme déjà en 2005, donc ça veut dire il y a 15 ans. Donc il y avait des conflits d'intérêts et que, en tout cas, il y avait une part de plus en plus importante, hein, donc des laboratoires à tous les niveaux, etc. Donc ça c'est un argument choc qu'il faut mettre en avant auprès des personnes qui vont vous dire oui mais on comprend plus rien dans tout cet imbroglio entre les médecins, entre les professionnels de santé, il y en a qui disent blanc, il y en a d'autres qui disent noir, on comprend plus rien du tout. Donc c'est aussi pour ça, hein, tout est mis en œuvre justement pour que les gens n'y comprennent plus rien, mais en réalité il y a une logique. La logique, c'est toujours la même chose, hein, c'est la filière de l'argent. Donc il faut suivre la filière de l'argent et montrer qu'il y en a certains, puisque tous les professionnels de santé travaillent avec l'industrie, donc ça veut dire que tous, la plupart en tout cas, reçoivent la visite médicale, ça c'est sûr,
Ensuite, ils assistent à des congrès, ils assistent à des tables rondes, de formations qui entrent dans le cadre de leur formation continue. Puis vous avez des leaders d'opinion qui sont invités par les laboratoires pour parler souvent des dernières molécules, pour parler bien sûr de médecine, mais également pour essayer de placer, faire ce qu'on appelle du placement de produits. Hein, on parle de force de vente. Hein. Lorsque l'on parle de la visite médicale, il faut savoir qu'on parle de force de vente. Donc, il faut que derrière, il y ait de la prescription. Alors, vous avez des médecins qui sont plus ou moins influencés. Il y en a certains qui arrivent à bien faire la part des choses, qui restent dans leur couloir, donc qui n'en démordent pas, qui restent fidèles au serment d'Hippocrate d'abord, qui vont sélectionner, qui vont dire, bon, ce médicament ou ce remède, etc., il est efficace dans tel ou tel domaine. Vous voyez, ils vont faire vraiment appel à leur esprit critique. Puis il y en a d'autres qui vont se laisser forcément, au bout d'un moment, influencer par les laboratoires. Et vous avez au plus haut niveau les leaders d'opinion qui sont les plus courtisés et qui sont les mieux rémunérés. Donc ça ne veut pas dire que s'ils sont rémunérés, c'est illégal, non, puisqu'il y a une loi. Néanmoins, quand on va sur les plateaux de télévision et puis qu'on démolit donc une molécule concurrente à celle par rapport au laboratoire dans lequel on travaille, effectivement, là, il y a un gros conflit d'intérêts, surtout quand on n'annonce pas la couleur, quand les journalistes ne disent pas, voilà, nous invitons tel professeur, on cite son curriculum, ses compétences, on le met en avant, mais après, normalement, on doit citer. Hein, il a travaillé avec le laboratoire, un tel laboratoire, Gilead. Donc là, tout de suite, c'est pas la même chose. Et ça n'est pas fait, donc c'est ça qu'il manque. Et c'est ça qu'il faut dire, puisque je sais que tout un chacun, j'essaie de répondre aussi aux questions que vous vous posez, puisqu'il y en a beaucoup qui se disent ah, mais moi, j'ai de plus en plus de mal avec ma famille, avec mes proches. Donc de toute façon, on aura l'occasion de voir qu'à un moment donné, en termes psychologiques, c'est difficile de toute façon de convaincre quelqu'un qui a intériorisé, donc qui a ancré une certaine réalité. Donc ça va être difficile, mais c'est vrai que c'est bien de lancer quelques jalons. Le déclenchement peut se faire par lui-même, par la suite, par cette personne-là, quand elle va être confrontée à une difficulté sur le plan social, etc. Quand il va y avoir de plus en plus d'interdictions, voilà, il est possible que cette personne-là, à un moment donné, se réveille et vienne quelque part nous rejoindre pour comprendre en fait la grande supercherie et la mystification. Mais il y en a d'autres malheureusement donc, qui vont rester, et là, donc il y a des techniques justement pour jeter l'anathème sur justement les gens qui ne portent pas le masque et qui sont justement anti-vaccins, qui voient venir, comme nous tous, on voit venir le danger. Et là, quand on parle d'épée Damoclès, donc l'épée, ça peut aussi représenter le vaccin. Bien sûr, il y a la menace du reconfinement, donc ça aussi c'est brandi sans arrêt, ça a été brandi cet été à tour de bras pour justement pour faire peur, c'est-à-dire qu'on comprime, on met, c'est un peu comme on suscite une sorte de réflexe pavlovien, c'est-à-dire que là les gens ont enregistré que c'était, c'est pas le nec plus ultra, c'est même une expérience qui est pas agréable de rester chez soi enfermé avec une heure donc de sortie et de se faire sa propre autorisation, etc. Donc on a tous vécu ça. Et donc le fait de prononcer le mot, le fait de le voir apparaître, reconfinement, même s'il n'a pas lieu, tout de suite, les gens préféreront, en tout cas certains vont préférer porter le masque. Ils vont dire, oh là là, moi je préfère, d'ailleurs on l'a vu quand vous parcourez les réseaux sociaux, il y a certains qui vous disent, moi je préfère porter le masque. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est capable de renoncer à une partie de sa liberté, c'est-à-dire qu'on met... Les politiques sont malins, ils mettent la barre super haute, vous voyez, en brandissant sans arrêt reconfinement, reconfinement. Ça fait longtemps qu'on l'entend. C'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup. Donc il y a ce réflexe pavlovien aussi qui fait que les gens vont... il y en a certains qui vont abonder dans le sens du gouvernement, qui vont agir justement, qui vont se comporter comme des enfants. Et là on retrouve d'ailleurs le Premier ministre qui est du signe du cancer. Signe du cancer, donc qui est signe lié à la famille, qui peut représenter aussi ce côté paternaliste, et qui représente aussi la maison, avec une lune, d'ailleurs il a une lune dans le signe du taureau, le signe de la territorialité, le signe de l'immobilier. Donc c'est monsieur, on l'a appelé apparemment monsieur déconfinement, puisque c'est lui qui a mis en place le plan de déconfinement, mais je l'ai mis dans l'article, on pourra très vite l'appeler bientôt monsieur reconfinement. Et d'ailleurs, vous voyez, là il y a un plan qui est déjà prévu. Donc moi il m'avait semblé... J'avais donné des dates, j'avais dit qu'à partir du moment où on aurait Vénus qui transiterait le signe du cancer, donc le signe qui est lié à la maison et qui est lié à Monsieur Castex, Monsieur Castex, le Premier ministre, Jean Castex, donc qui est du signe du cancer, avec un ascendant balance et une lune en taureau, je me suis dit, il y a de fortes probabilités, effectivement, qu'on ait des reconfinements localisés, puisqu'on n'est plus dans cette période
d'état d'urgence, on va dire, renforcé, comme on a eu justement au mois de mars, mais qui va revenir par contre. Et là, j'ai donné les dates. On va y jeter un coup d'œil à nouveau sur l'article que j'ai publié sur le blog. Donc, effectivement, il y a eu un plan. Pour le moment, il n'a pas encore été mis en œuvre, mais il y a un plan en fait qui est prévu de reconfinement. Mais pour le moment, on vous brandit ça. Et il faut voir aussi ce qu'on met derrière le mot reconfinement, puisque pendant la séquence du printemps et de l'été, on a sans arrêt parlé de reconfinement à l'étranger. On a parlé notamment du côté de l'Easter, un reconfinement, du côté de l'Australie, du côté de la Chine. Il y a eu plusieurs régions du monde qui ont, entre guillemets, reconfiné, également en Allemagne, du côté des abattoirs, etc. Et également en Catalogne. D'ailleurs, la Catalogne s'est rebellée, vous avez vu, ils ont fait appel à la justice. Finalement, il n'y a pas eu de reconfinement, donc il s'est mis en œuvre. Donc je pense qu'il y avait aussi une période un petit peu de poker menteur, si vous voulez. De poker menteur, à l'époque où on a eu Vénus en Gémeaux notamment, où on a eu tous les éléments Gémeaux, et on a eu donc, cette séquence avec Mars dans le signe du Poisson, donc Mars qui symbolise les brigades sanitaires, justement dans le signe du Poisson, mais avec Neptune l'illusion, l'illusion de la maladie, etc. Donc il y a eu toute cette séquence-là où on vous a brandi sans arrêt. On importe aussi des informations de l'étranger, là où l'épidémie n'est pas encore complètement terminée, sous d'autres latitudes, notamment au Moyen-Orient, notamment en Amérique du Sud, etc. Tout ça pour continuer à faire vivre. Vous voyez, pendant tout l'été, ce qui a été malin de leur part et perfide, machiavélique, c'est de faire vivre finalement un virus qui a perdu sa virulence, mais justement avec ce système de test, de montée en épingle de tests, là où justement pendant la période hivernale ou pendant la période du mois de mars, il y a eu très peu de tests faits, uniquement sur les cas les plus avancés, on va dire ça comme ça, et il y a eu très très peu de tests finalement, ils ont estampillé un petit peu à tout va Covid-19. Donc là, c'est la stratégie complètement inverse, c'est-à-dire on estampille les gens, c'est-à-dire on fait un maximum de tests, tout en sachant qu'il y en a une bonne partie, vous avez vu les interventions du professeur Perron et du professeur Raoult qui vous expliquent que les tests PCR, une grande partie sont faux, il y a des vrais faux, etc. Plus toutes les vidéos que l'on a faites avec le président du Zimbabwe. Voilà, là je vous renvoie à toutes les vidéos antérieures. Donc là on voit bien que tout ça, tout est tronqué. En fait c'est vraiment, on peut le dire, c'est vraiment quelque chose qui est complètement bidon. Et c'est ce qu'on expliquait lorsque l'on va avoir le transit prochain. Dans le futur, on aura le transit de Jupiter et Saturne. Vous savez que Jupiter et Saturne transitent pour le moment dans le signe du Capricorne, ensemble, aux côtés de Pluton. Donc on a Saturne qui est toujours en mouvement de rétrogradation, donc qui va... Alors là, je suis sur la carte par contre du 6 octobre, donc il aura fini sa rétrogradation puisque ça se termine le 29 septembre, donc on aura à nouveau sa marche directe, et on aura Jupiter et Saturne qui vont ensemble, à 2 jours près, transiter le Verseau pour former à nouveau, quelques jours plus tard, avec un orbe de 5 degrés, donc une dissonance à Uranus, c'est-à-dire que on a eu, dans la période du confinement, on a eu ce cycle saturno-uranien, donc qui s'est formé avec les premières incursions de Saturne, donc l'état d'urgence a été prononcé, et là on va avoir avec Jupiter, donc qui va augmenter, vous savez que Jupiter grossit encore le trait. Donc ça veut dire que autour du 25 décembre, autour de la Noël, donc c'est ce que j'ai mis, j'ai fait ce calcul, vous pourrez retrouver l'article, je vais vous le mettre en lien, donc j'ai essayé de reprendre à peu près les mêmes degrés, on va retrouver cette séquence-là. Alors bien sûr, il se passera des choses avant, il y aura ce que j'avais mis dans l'article, un reconfinement localisé, puisque pour le moment, on n'est pas revenu dans cette période d'état d'urgence renforcé, mais on a toujours cette prolongation jusqu'au 30 octobre, où il y a plein d'opérations qui peuvent être faites, notamment vous avez vu avec cette opération masque, et puis également opération, donc reconfinement possible, avec des plans qui sont déjà prévus, mais qui ne sont pas encore complètement mis en œuvre. Là on voit, vous voyez, Rennes pourrait aller jusqu'à reconfiner. À chaque fois, vous voyez, c'est plutôt, on parle de scénarii, on parle d'anticipation, vous avez entendu les journalistes, là ils se retranchent, les pouvoirs publics, les autorités de santé publique se retranchent derrière l'idée de dire on s'est fait avoir la première fois, cette fois-ci on anticipe, etc. Alors qu'en réalité l'anticipation, ils sont plutôt dans la fabrication donc de cette deuxième vague. Donc c'est comme ça que là je crois qu'on n'a pas vraiment à douter sur le fait que la deuxième vague elle sera plus importante
avec ce système de comptage. Donc je vous l'ai dit dans la précédente partie, hein, on aura tellement finalement de cas, donc déjà comptabilisés, déjà estampillés Covid-19, qui suffira que certains décèdent pour X raisons, et hop, ils rentreront dans la comptabilité. Ça fera tout de suite grimper les chiffres. Donc voilà comment on rentre dans cette virtualité jupitero-saturnienne du Verseau. Donc le Verseau, c'est le signe justement de la virtualité, c'est le signe d'Internet, c'est le signe des médias, hein, c'est le signe qui permet justement ce côté un petit peu déluré avec Uranus, le maître planétaire du Verseau, qui est en dissonance, donc qui rend le côté encore plus maboule, encore plus dingue que la période précédente. Donc c'est pour ça les amis, il faut vous accrocher, moi je le dis depuis, vous pourrez refaire fonctionner les magnétos, hein. Je vous dis, il faut s'accrocher toujours à cette réalité, donc qui est la réalité, on va dire objective, si tant est qu'il peut y avoir une objectivité, puisque vous savez que la science évolue, etc. Mais enfin voilà, il y a quand même une réalité, mais là on en sera très éloigné. Alors on peut très bien avoir, alors il y aura également, il faut ajouter dans la balance la 5G, donc on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo que je vous prépare, la synergie avec la 5G également. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais là on va encore approfondir. Donc ça aussi, il faut le mettre dans la balance, puisque la 5G, le déploiement a été arrêté. Donc vous avez vu que le virus, le départ, s'est fait à Wuhan, donc qui est la vitrine, hein, donc du lancement de cette technologie-là, donc qui est extrêmement dangereuse, hein. Donc là, vous avez vu, il y a des centaines de scientifiques, hein, depuis 2011 qui sont à pied d'œuvre, hein, pour alerter, pour essayer de faire bouger les choses du côté de l'OMS. Ils ont demandé un moratoire ces dernières années, mais il n'y a rien qui bouge. Donc la 5G, c'est aussi à mettre dans la balance. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, à nouveau le Verseau, puisqu'il y a eu un arrêt avec la rétrogradation, probablement. En tout cas, c'est corrélé. J'ai vu qu'on nous a annoncé un arrêt momentané du déploiement de la 5G en corrélation avec le retour de Saturne dans le signe du Capricorne. Et là, quand on aura le retour de Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, donc probablement que la 5G va se remettre en mouvement, mais surtout, dans un premier temps, je pense que ça a déjà commencé, notamment aux États-Unis, par exemple, dans la Big Apple à New York. C'est aussi pour ça qu'on retrouve aussi là-bas certains cas particuliers sur lesquels on va revenir, justement. Donc voilà, c'est aussi à mettre dans la balance. Et puis on peut également avoir une deuxième tournée, sait-on jamais, donc une deuxième tournée d'un virus, etc., parce qu'on nous en parle beaucoup, on nous parle même de cas, alors là c'est carrément la peste bubonique du côté de la Mongolie, la grippe porcine, etc. D'ailleurs c'est annoncé dans The Economist, donc dans une des couvertures de The Economist que je vous ai diffusée, hein, donc qui est d'ailleurs en vert. Je vais essayer de vous retrouver la couverture pour vous la montrer. Donc l'épée Damoclès, elle est là aussi. Donc vous voyez, elle est de toutes parts finalement, l'épée Damoclès. Donc là, il faut vraiment garder le moral. Il ne faut pas avoir de... Comment dirais-je, hein, il faut vraiment travailler sur le plan mental, sur le plan psychologique, et vous dire qu'on va certainement passer, c'est même déjà le cas, hein, des moments pénibles. Donc cette période de l'automne, l'hiver, et hein, avec l'arrivée ensuite, hein, le transit de Mars au mois de janvier dans le signe du Taureau. Hein, donc le but, puisque l'objectif, il faut bien le garder en tête de ces grands stratégaires-là, c'est de faire couler, hein, l'économie, encore une fois, une deuxième tournée, pour qu'on arrive justement à ce grand reset, hein, qui est déjà prévu du côté du FMI, etc. Donc il faut impérativement, hein, coûte que coûte, donc il faut vraiment vous dire que c'est la seule façon qu'ils ont de faire passer ça sur le dos du coronavirus. Hein, ils ne peuvent pas venir avec la bouche en cœur vous dire excusez-nous, hein, messieurs, dames, ça fait 50 ans qu'on vous arnaque avec ce système d'argent-dette, on vous a endetté de partout et nous on s'est enrichi, on a acheté la terre entière avec cet argent, ils ne peuvent pas venir dire ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce subterfuge-là qui est très... c'est une machination, c'est bien monté. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc on aura également, hein, je pourrais vous en parler, j'essaierai de faire une petite note là-dessus avec le transit de Jupiter en Poisson, puisqu'on aura très vite en fait Jupiter qui va transiter le Verseau, mais qui va transiter aussi le Poisson au milieu du mois d'avril-mai, hein, autour du 14 mai, si ma mémoire ne me fait pas défaut, jusqu'au 28 juillet. Hein. Donc on va avoir ces premières incursions, donc ça veut dire qu'on va avoir le cycle Jupiter-Neptune. Donc ce qui va se passer, c'est que on risque d'avoir, durant cette période-là, donc un reconfinement, enfin très certainement qui sera
comment vous dirais-je, localisées, très disparates, puisque là on sera dans la période Verseau, contrairement à la période antérieure où on a eu une uniformisation avec Jupiter, Saturne, Pluton qui étaient ensemble. Donc on a eu un territoire, et même dans le monde entier, on a eu, mis à part la Suède, mis à part quelques cas particuliers, on a eu un reconfinement, en tout cas dans les pays dits développés à économie de marché, on a eu un confinement qui était généralisé. Là, vraisemblablement, ça sera assez ciblé. Ça sera ciblé sur des secteurs en fonction de eux, ce qu'ils ont prévu sur le plan économique, certaines cibles. Donc il faut le voir un petit peu comme, moi je le vois un peu comme ça, comme des bombes. Comme si on lâchait, on faisait un largage de bombes, avec des territoires qui sont sinistrés et d'autres non, etc. En fait, le but, c'est après de racheter tous ces commerces, etc. Donc vous avez vu déjà, même on a des hôtels déjà là qui sont carrément en faillite, du côté de l'Asie du Sud-Est, du côté de la Thaïlande notamment, à cause du défaut de tourisme, etc., du défaut de touristes. Donc du coup, après ils rachètent tout ça. C'est-à-dire que les gens, imaginons quelqu'un qui a des actions, un hôtelier, il a également des actions en bourse, etc. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout revendre. Pour payer ses dettes aussi, s'il s'est fait rincer également pendant la période où on a eu la crise boursière, il va payer avec son hôtel, par exemple. Vous voyez, donc tout ça, ça revient dans l'escarcelle, encore une fois, des plus riches. C'est pour ça que vous avez Monsieur Bezos, etc., qui font, et Monsieur Bill Gates également, qui fait partie du peloton de tête, qui s'en mettent plein la lampe. Et donc en parallèle, malheureusement, donc vous avez l'écroulement de l'économie réelle, donc qui est programmé, de la classe moyenne, des commerçants, des restaurateurs. C'est pour ça que je conseille aux restaurateurs vraiment de penser d'entrée de jeu à ubériser un petit peu leurs services, puisque ça va forcément, à nouveau, s'il va y avoir des reconfinements, s'il va y avoir des choses comme ça, donc du coup il va falloir avoir une autre possibilité de gagner des revenus et de ne pas laisser toute la part, si vous voulez, à tous les gros mastodontes de ces GAFAM, si vous voulez, qui vont venir racheter les Uber là, et compagnie, qui vont venir tout racheter. Donc là, je conseille aux restaurateurs, aux commerçants, etc., de créer une petite filière à côté pour pouvoir justement subvenir, pouvoir continuer à fonctionner dans cette période-là. Parce que les autres, donc là, ça concerne également d'autres métiers. Donc c'est à ce moment-là probablement qu'il y aura donc ce grand bouleversement politique dont je vous ai parlé dans mes prévisions 2020, et j'en avais même parlé déjà en 2018, au moment où il se posait la question de savoir est-ce que Emmanuel Macron allait partir ou pas, pour ceux qui s'en souviennent. Donc là, vous pouvez aller revoir les magnétos. Je vous avais dit attention, puisque M. Macron, même s'il a plus de pouvoir, en tout cas autant qu'on peut le penser d'un président, puisque les pouvoirs sont externalisés ailleurs, donc lui c'est un pion aujourd'hui, certes, mais il a encore les outils, si vous voulez, de la Ve République. Il peut actionner l'article 12, faire comme Jacques Chirac, j'avais pris cet exemple-là, où il a dissous l'Assemblée pour faire revenir ensuite donc les électeurs devant les urnes, et puis ensuite après pour qu'il y ait une nouvelle majorité, et pour qu'après lui puisse avoir un nouveau mandat. Vous voyez, c'était la tactique, en tout cas à mon avis, de Jacques Chirac avec le recul de l'histoire, puisque à l'époque tout le monde s'était moqué de lui, mais en réalité il a pu faire 2 mandats, puisqu'il a eu Jospin, et puis en fait, Jospin, forcément le Premier ministre est beaucoup plus en première ligne que le président. À ce moment-là, le président, dans le cadre d'une cohabitation, il peut se planquer un peu plus, et toute la foudre retombe sur le nouveau gouvernement. Donc là, on peut imaginer que si ça se produisait comme ça, par exemple au cours du mois d'avril-mai, qu'on ait, donc avec cette Jupiter-Neptune, cette conjonction, en tout cas Jupiter qui commencera à amorcer son transit en Poisson, donc on retrouverait le cycle Jupiter-Neptune. Donc là, on aurait, pourquoi pas, un front populaire, le retour du front populaire comme en 1936, puisqu'en 1936, on avait Uranus en Taureau, et on avait Jupiter en Scorpion, et donc, là, on n'aura pas Jupiter en Scorpion, ce sera en Poisson, mais Jupiter-Neptune en Poisson, donc là, on retrouve bien plutôt la fibre de gauche, écologiste. Finalement, c'est les nouveaux gouvernements, vous voyez, les nouveaux gouvernements plutôt écolo, écolo, mais il faut voir ce qu'on met derrière. Donc là, c'est possible, vous voyez, il y a plein de possibilités, donc on essaiera, en tout cas, j'essaierai peut-être de revenir, vous en parler un petit peu plus longuement, d'ici à ce qu'on voit comment les choses évoluent, mais il faut s'attendre effectivement à des bouleversements politiques. Jupiter-Saturne, dans le signe du Verseau, donc là aussi, des bouleversements politiques, et puis cette crise
sanitaire donc, qui joue les prolongations, donc elle risque de perdurer encore longtemps, hein, jusqu'au pourtour des années 2022, c'est annoncé hein, officiellement de toute façon. Donc bien sûr, c'est jusqu'à ce que le vaccin arrive. Donc le vaccin, donc là, il faudra voir après comment ça va s'articuler tout ça. Donc on a vu déjà qu'il y a les premiers hein, sur la liste à être vaccinés. Ben, vous avez vu l'article, hein, je vous ai diffusé. Et vous-même, vous avez sans doute vu passer des articles qui vont dans ce sens-là. Donc ils vont essayer d'abord de vacciner les agents de la fonction publique, bien sûr, hein, toutes les personnes qui sont en contact avec le public, et également nos personnes âgées, ça va être les premiers, possiblement également les enfants. Donc voilà, et à un moment donné, donc ils vont vraiment cerner tout le monde. Ils vont cerner tout le monde. Donc je reviendrai avec une autre vidéo incessamment sous peu pour vous parler justement de la manœuvre qui risque de nous tomber sur le coin de la figure, justement pour faire en sorte que cette colère soit pas orientée vers le gouvernement. Vous voyez, à chaque fois, ils trouvent des subtilités, comme là sur le plan économique. Hein, vous voyez, ils ont trouvé la subtilité de ce crack dont on savait qu'il allait se produire, mais pour dire, ah ben non, nous, on a bien fait les choses, on a mis les garde-fous, alors que c'est pas vrai. Hein. En fait, ils ont continué à faire pire qu'en 2008, juste après la crise de subprime. Ils ont menti à tour de bras, mais ils s'en sortent très bien, finalement, puisque là, ils osent dire, j'ai même vu ça sur BFM Business, le présentateur vedette, là, Monsieur Dose, qui dit ah, mais en fait, c'est pas à cause du système monétaire et du système économique qu'il y a eu l'effondrement, c'est à cause du coronavirus. Vous voyez, à chaque fois, ils trouvent des subtilités. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment à la fois garder espoir, à la fois être punchy, à la fois voilà, être combatif, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas tomber dans une espèce de naïveté que le peuple, parce que le peuple, oui, c'est vrai, on est plus nombreux, mais malheureusement, il trouve toujours des subterfuges grâce à l'ingénierie sociale, grâce aux médias, ce rouleau compresseur. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent plus les médias mainstream, mais il y en a encore beaucoup qui regardent, hein, notamment nos plus anciens. Après, ça dépend après de la culture de chacun, mais il y a encore beaucoup de monde hein, qui se réfère, qui pour eux, c'est la parole officielle. Et en même temps, ils accompagnent également le pouvoir officiel, qui a le pouvoir de faire, comment dirais-je, de mettre en œuvre une politique qui va dans le sens de ce que disent les médias. Vous voyez, en fait, on se renvoie la balle. C'est-à-dire que là, il y a cet écosystème, cette relation incestueuse entre le pouvoir politique, les comités scientifiques, ces espèces de cardinaux-là, qui sont en accointance avec les politiques et avec les laboratoires, et puis vous avez de l'autre côté les médias. Les médias, d'ailleurs, on leur fait dire tout et n'importe quoi, parce qu'on sait que de toute façon, eux-mêmes sont en passe d'être ubérisés. Et ça, ce sera quand on aura Uranus dans le signe du Gémeaux. J'ai déjà publié un article dans ce sens-là. On a déjà vu Microsoft qui a commencé à remplacer des journalistes. Vous voyez, en fait, c'est de faire haïr par la population des journalistes qui ne servent plus à rien, parce que de toute façon, ils répètent comme des perroquets n'importe quoi, des choses qui sont fausses. Comme ça, c'est encore plus facile. On a le consentement. Vous voyez, ils pensent à tout, ils font du tout en même temps. Comme ça, il y a le consentement également de la population qui dit de toute façon, les journalistes ne servent plus à rien. Donc voilà, on les ubérise. Donc voilà toutes les stratégies qui sont multiples, qui sont vraiment très sophistiquées, qui sont utilisées pour justement pour arriver à leur fin. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc je pense que j'ai été, en tout cas pour cette capsule-là, le plus complet possible, qui peut vous donner une perspective aujourd'hui. Donc je reviens assez vite, je l'espère, pour vous produire une autre vidéo donc, qui viendra compléter celle-ci. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne fin de week-end et un bon début de semaine, et surtout voilà, gardez l'esprit combatif, ne vous laissez pas aller et rassemblez-vous le plus possible avec les personnes donc, qui ont les mêmes informations pour essayer de mettre en commun et puis pour essayer d'avancer main dans la main. Je vous dis à très bientôt.